Si je détecte que j'ai une tendance à avoir des émotions dérégulées à l'âge adulte, je vais me poser la question de pourquoi elles sont dérégulées. Et une des causes assez importantes de cette dérégulation, c'est que le cerveau a eu à un moment donné des événements qui ont dérégulé le système émotionnel. Et les événements les plus fréquents, c'est les événements traumatiques. Plus ils sont précoces, plus ça va laisser des empreintes. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé. Aujourd'hui, c'est pour votre santé mentale. Je reçois le docteur Yasmine Liénard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre au service douleur et médecine intégrative au CHU de Bordeaux. Alors pour tout le monde, médecine intégrative ? C'est les médecines qui ne sont pas les médecines pharmacologiques par les médicaments et qui sont complémentaires aux soins traditionnels de la médecine. Donc vous êtes dans un service qui pratique l'ouverture, on va dire. C'est-à-dire qu'on propose par exemple la méditation, l'hypnose pour les patients douloureux chroniques ou les pathologies comme le Parkinson. Voilà, c'est des approches non médicamenteuses mais qui sont tout aussi validées. Ouais. Mais qui sont quand même encore novatrices. Oui, surtout en France, on met un peu de temps à s'ouvrir à d'autres choses que les médicaments, mais on a bien avancé. Bien, vous êtes ancienne chef de clinique de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et vous parliez de méditation en pleine conscience, mais vous l'enseignez un petit peu. Oui, j'ai enseigné pendant presque 17 ans un protocole de pleine conscience pour les patients dépressifs, pour éviter les rechutes dépressives. Et je continue à l'utiliser dans les soins pour les patients douloureux. Vous expliquez que quand vous faites votre première formation justement à la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, alors c'était en 2006, c'était pas du tout connu. Pas du tout. C'était vraiment la première formation en Europe qui était proposée avec des enseignants qui venaient du Canada et de Suisse et de Belgique, mais en tout cas c'était vraiment la toute première et ça a été le début d'une grande aventure puisqu'après... Mais qu'est-ce qui vous a poussé à y participer ? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à dire faut aller vers ça parce que finalement on va pouvoir l'appliquer et ça va avoir une implication thérapeutique ? Eh bien en fait il y avait deux choses. D'une part je découvrais le bouddhisme et les traditions contemplatives pour moi personnellement et je me disais tiens c'est vraiment intéressant et ça fait du bien et d'autre part, je sentais un écueil dans la prise en charge des patients, justement à l'hôpital à Sainte-Anne, dans la prise en charge des patients qui avaient des troubles alimentaires, où je trouvais qu'il n'y avait pas assez de prise en compte de leurs émotions, de leur corps. Et je me suis dit, mais tiens, vraiment, la méditation pourrait être une option. Et à ce moment-là, et proposer cette première formation, et je dis, bingo, je sens que c'est une voie d'avenir, et ça a quand même presque changé le cours de la psychiatrie. Oui, aujourd'hui, il y a des études qui valident. Tout à fait. L'impact, c'est ça qui a changé. Bah oui. Alors vous, quand vous avez commencé en 2006, personne ne savait de quoi il retournait. Maintenant, c'est presque galvaudé comme mot. Méditation de pleine conscience, tout le monde utilise un peu à tort et à travers. Tout à fait, oui. Alors effectivement, c'est à la fois galvaudé et à la fois le message essentiel, je trouve, n'est pas toujours bien expliqué. Le fondement, en fait, de pourquoi la pleine conscience peut traiter les troubles psychiatriques. Donc j'ai encore besoin aujourd'hui de repréciser parce que on assimile ça à une méthode de bien-être, de relaxation, alors qu'en fait c'est très précis, c'est vraiment un entraînement très précis du cerveau pour certaines maladies. Il y a des imageries médicales qui l'ont vérifié. Alors on a du temps, donc on pourra l'expliquer et on verra effectivement en quoi le concept de la clé de la pleine conscience consiste. Alors vous publiez donc un nouveau livre qui s'appelle Guérir des blessures de son enfance chez Odile Jacob, et le message de votre livre c'est réguler vos émotions et c'est aujourd'hui possible. Oui, en fait, la question de la régulation des émotions, déjà, c'est pas forcément un thème dont on a l'habitude encore, mais la bonne nouvelle, c'est que d'une part, déjà, on se rend compte que c'est un problème qui est au cœur de beaucoup de problèmes psychologiques, c'est peut-être le point clé, et en plus, on a des outils, et surtout qui viennent des États-Unis, il y a eu beaucoup de recherches, et qu'on a des outils très pertinents, très précis et très concrets pour ça. Oui, et là aussi, quand vous avez commencé vos études de psychiatrie, il y avait quasiment pas de cours sur les émotions. Oui, le mot émotion, était rarement abordé. On parlait de troubles anxieux, d'angoisse, mais pas finalement qu'est-ce que sont les émotions, comment à quoi elles correspondent et comment on les traite ou les régule et pourquoi elles sont le cœur de beaucoup de symptômes en fait. Donc, il y avait cette idée qu'il fallait pas vivre les émotions négatives, par exemple. C'est ça, voilà. Pendant longtemps, les anxiolytiques, c'est un exemple de
si on prescrit certaines molécules anxiolytiques, eh bien, ça veut dire que vous êtes angoissé. Alors, le médecin généraliste, même beaucoup prescrit, vous avez des angoisses, je vais vous prescrire tel traitement que vous allez prendre un quart 3 fois par jour et vous aurez plus d'angoisse. Donc, ça veut dire, ça sous-tend l'idée qu'être angoissé est un problème. Or, c'est un peu une erreur. Voilà. Et puis il y a d'autres émotions comme la colère, qu'on veut chasser, qu'on veut surtout pas voir, parce qu'elles réveillent à l'intérieur de nous des sensations désagréables. Oui, alors on les aime pas nos émotions parce qu'en fait une émotion, on confond à la fois le comportement lié à l'émotion et puis les sensations liées à l'émotion et les pensées qu'on a quand on a une émotion. Donc par exemple, on n'aime pas être en colère peut-être à cause des conséquences de la colère. C'est-à-dire on va casser une assiette, on va crier, on va faire quelque chose qu'on regrette après. Ce n'est pas la colère, ça c'est le comportement qu'on a suite à l'émotion colère. Et puis effectivement, on n'aime pas nos émotions parce qu'elles nous font mal, c'est désagréable. Quand je suis angoissée, j'ai une boule dans la gorge ou j'ai mal dans le ventre ou j'ai une oppression dans le thorax et c'est ça qu'on n'apprécie pas et c'est pour ça qu'on les aime pas. Alors, le point important de votre livre, et on va l'expliquer, vous parlez de dérégulation ou dysrégulation des émotions. C'est un concept qui est très en vogue dans les recherches scientifiques en psychologie aux États-Unis. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Expliquez-nous. En fait, les émotions, quand on les a tous. En fait, on peut tous être tristes, on peut tous avoir honte, on peut tous avoir peur. Mais certaines personnes vont vivre ces émotions-là de façon beaucoup plus intense, soit en termes de sensations physiques insoutenables, soit en termes de comportement, par exemple justement de l'impulsivité, etc. Soit en termes de troubles cognitifs, c'est-à-dire des personnes quand ils ont une émotion, ils n'arrivent plus à réfléchir, ils n'arrivent plus à agir. Par exemple, là, si je suis avec vous, j'ai le trac. Et si je régule mal mes émotions, si elles sont dérégulées, j'aurai tellement peur que peut-être je vais me mettre à pleurer ou je vais plus pouvoir parler ou je vais plus arriver à réfléchir et à continuer à vous répondre. Et le trac, c'est une émotion ? Ça peut être une émotion, bien sûr, et c'est adapté d'avoir peur, de pas savoir ce qui va se passer. Mais par contre, une dérégulation de l'émotion, ça veut dire que mon émotion va faire que je perds mes capacités intellectuelles habituelles et je vais aussi faire des choses qui sont contraires en fait à mes buts et mes valeurs. Et là, donc, on a une dysrégulation. Ou alors, je vais rester prostrée et figée. Ça aussi, c'est un exemple de rester par exemple dans le canapé toute la journée parce que l'émotion nous terrasse. Donc c'est ça les signaux en fait. Comment savoir si finalement on souffre de dysrégulation des émotions ? Est-ce que les gens le savent forcément ? Alors ils ne le savent pas forcément. Ou pas du tout en fait, c'est quelque chose qui passe complètement inaperçu. Oui, alors en fait les maladies psychiatriques de plus en plus sont des symptômes de dysrégulation des émotions. Par exemple une dépression, être dépressif c'est un symptôme de dérégulation des émotions, mais les gens ne savent pas forcément. Ils vont retenir qu'ils ont des idées noires ou envie de mourir ou qu'ils sont nuls. Ils vont voir le contenu de leurs pensées. Ils vont pas voir que c'est des émotions derrière qui sont mal régulées. Par exemple aussi, on a des stratégies pour faire face à notre dysrégulation des émotions qui peuvent être gratifiantes, intéressantes. Par exemple, si je prends de l'alcool, je vais me désinhiber, c'est super, j'ai l'impression d'aller bien. J'ai pas vu. Ça engendre un comportement en fait. Oui. Puis je vais même pas voir que j'étais mal. Ça devient tellement automatique. Par exemple, de fumer des cigarettes, je vais dire je fume trop, je sais pas pourquoi. Mais en fait, il y a une émotion derrière qui contribue à ce que j'allume ma cigarette. Et si je vois pas, j'aurais même pas conscience que j'ai un problème d'émotion en fait. Alors c'est marrant parce que vous parlez de l'OMS qui est un des troubles les plus importants dont souffre l'humanité et pourtant on parle plus du tout de dépression. Alors on parle de beaucoup de choses, de burn-out, de beaucoup de choses, mais plus de dépression. Oui. La dépression a disparu du langage. Ça fait partie d'un panel, mais c'est quand même un des principaux symptômes et troubles de notre société. C'est, en termes de chiffres, c'est des millions de personnes. Donc, c'est combien si on évalue, selon l'OMS aujourd'hui, le pourcentage de personnes qui feront une dépression dans leur vie ? On va dire, je crois que c'est 20 à 25% des personnes c'est pour ça que je vous fais préciser, parce que c'est énorme. Oui, bien sûr, c'est énorme. C'est énorme et c'est masqué. En plus, on n'a pas on détecte pas tout le monde. Il y a des dépressions masquées par d'autres. Je vous dis, les addictions, c'est un exemple. C'est-à-dire ou les troubles alimentaires, ou ça peut être d'autres choses qui vont masquer des symptômes dépressifs ou des douleurs chroniques. Je travaille dans le service de la douleur. On a parfois simplement des douleurs et des somatisations qui sont en fait parfois la manifestation d'une dépression sous-jacente. Donc c'est énorme, c'est vraiment... Alors quoi par exemple ? Parce que ça a parlé à beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont des douleurs inexpliquées depuis des années et à qui on dit qu'ils n'ont rien. Oui, on voit beaucoup ça dans le service. Voyez, on leur dit c'est dans votre tête. Qui tournent et on dit mais non, vous n'avez rien. De toute façon, vous n'avez rien, c'est dans votre tête. Alors en fait, ce qu'on sait, c'est que dans le cadre de la douleur chronique, on peut avoir des douleurs qui sont pas liées à une maladie organique, mais qui sont liées à une sensibilisation, une sorte de désorganisation au niveau du cerveau, de la zone
douleur et émotion, elles sont reliées. Et il y a des douleurs manifestées par cette dérégulation cérébrale qui peuvent donner lieu à des douleurs chroniques vraies, avec des gens qui prennent de la morphine. Un exemple, c'est la fibromyalgie, typiquement. C'est un syndrome qui se manifeste par des douleurs avec des fois une invalidité, une incapacité à travailler, voire même à accomplir les tâches de la vie quotidienne. Et ces personnes se trouvent souvent confrontées aux gens qui vont dire oui, non, mais c'est dans ta tête, tu le fais exprès. Et c'est pas vrai, ils le font pas exprès, c'est une vraie maladie, mais au niveau du système de la douleur et des émotions au niveau cérébral. Et donc, et très souvent, chez ces personnes-là, il y a des troubles, notamment des troubles de stress post-traumatique qui ont pu avoir lieu, et des dépressions, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on s'occupe de la partie psychologique aussi. Mais comment on pose le diagnostic de fibromyalgie, parce que encore faut-il trouver un personnel soignant attentif à ce que vous avez. Oui, c'est des critères, et c'est des critères assez précis. C'est tout un panel de syndromes, la fatigue, certains territoires de la douleur, le mode de la douleur, etc. Mais des fois, c'est pas évident. Il y a un diagnostic différentiel à faire avec d'autres syndromes qui des fois peuvent ressembler. Et puis, ce n'est pas non plus parce qu'on a fait ce diagnostic qu'on est guéri ou que ça résout le problème. Ce qui est important, c'est surtout la prise en charge de cette douleur chronique sans cause sur laquelle on peut agir. Et ça, il y a des services dédiés comme le service dans lequel je travaille. D'accord, mais est-ce qu'il est communément admis par la communauté médicale et scientifique que ça existe ? Ah bien sûr, ah oui, c'est une pathologie bien établie et avec des causes, et de plus en plus on commence même à détecter peut-être des signes génétiques, où il y aurait des pistes biologiques qui sont en train de se préciser, mais je ne peux pas vous en dire plus, c'est vraiment très récent. Oui, c'est le début de la recherche. Ouais. Dans ces cas-là, quand on a un doute, on commence par qui, son chemin de, finalement, son errance médicale ? Alors je dirais, par rapport à la douleur, vous voulez dire, si on a des douleurs... Si on a des douleurs pas expliquées, à la nuque, partout dans le corps, diffuses... Oui. Bon, évidemment, il vaut mieux chercher des causes organiques, voir son médecin généraliste, faire la batterie de tests, etc. Mais si on ne sait pas trop, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir un psychologue ou un psychiatre pour parler de son histoire, de toute façon, pour poser les choses, parce que des fois, on n'a pas la bonne grille de lecture. Bon, ça arrive, par exemple, que des personnes sont en train de vivre des stress très importants, mais ils n'en ont pas conscience parce qu'ils sont tout le temps dévoués pour les autres, et leur seule façon de dire qu'ils manquent d'affection, ça va être le corps qui va s'exprimer. Donc le fait que quelqu'un d'extérieur commence à pointer avec nous, peut-être que je souffre, peut-être que je suis triste, peut-être que ce que je vis est difficile, déjà ça va donner des pistes. Après, faut travailler en synchronicité, et puis peut-être quand même aller vers des personnes qui connaissent bien le corps, parce qu'en France on n'est pas très à l'aise avec le corps, et même dans un service de la douleur le corps est découpé en plusieurs parties, donc il y a des gens qui ont une connaissance assez globale du corps et des émotions, ça peut être intéressant, mais on n'a pas encore assez de professionnels qui connaissent bien le lien entre corps et émotion. Voilà, et je reçois aujourd'hui le docteur Yasmine Liénard, qui est médecin psychiatre au service douleur et médecine intégrative au CHU de Bordeaux, et qui publie Guérir des blessures de son enfance chez Odile Jacob. La psychiatrie, c'est traditionnellement une discipline qui fait assez peur. Les gens qui ont quand même encore du mal à aller consulter ouvertement un psychiatre. Oui, tout à fait. Je peux comprendre. Honnêtement, je peux comprendre. Moi-même, je ne sais pas si comme ça, j'irai voir un psychiatre. C'est-à-dire, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Quelle grille de lecture cette personne va avoir pour comprendre ce que je suis en train de lui dire ? Est-ce qu'elle ne va pas mal interpréter ? Est-ce qu'elle ne va pas voir des choses bizarres alors que moi, j'exprime juste mes émotions et mon originalité ? Donc, je comprends. C'est pas évident d'aller, que quelqu'un porte un regard sur nous et sur notre psyché, notre fonctionnement, et nous juge éventuellement. Mais en même temps, c'est dommage qu'il y ait cette peur, et donc c'est à nous psychiatres aussi de favoriser aussi une certaine confiance en mettant à l'aise sur le fait qu'on est quand même ouvert et non jugeant. Donc. Mais il y a un peu une honte de consulter. Le psychiatre, c'est le médecin des fous. Oui, c'est ça. On a honte de la folie, parce que la folie est encore quelque chose de très mal vu, de stigmatisé, et c'est un petit peu ça que j'essaie aussi de transmettre comme message, c'est que aujourd'hui on met de moins en moins des cases définitives, et on est dans quelque chose de beaucoup plus comme une courbe de Gauss, où on aurait tous plus ou moins certains symptômes, et certains plus que d'autres, de façon plus aiguë, mais on peut avoir des crises dans notre vie, et je crois qu'aujourd'hui on commence à se rendre compte que finalement tout le monde peut vivre une dépression, tout le monde peut avoir des moments de perdre un peu les pédales, ou des phases comme ça dans sa vie qui sont
pas toujours, où on n'est pas au top, mais ce ne sont pas pour autant des choses dont il faut avoir honte. Alors il y a des modes quand même en psychiatrie. Vous racontez que finalement depuis quelques années, les patients qui viennent vous voir en consultation veulent valider désespérément un diagnostic. Donc ça peut être est-ce que je suis bipolaire, est-ce que je suis TDAH, est-ce que je suis autiste Asperger, donc ça c'est très à la mode, HPI en ce moment. Est-ce que je suis surdoué? Donc voilà, et ça n'existait pas avant, ça. Oui, alors c'est aussi l'évolution des catégories diagnostiques. Le DSM-5, la 5e version, a apporté encore des nouveaux diagnostics, notamment sur les troubles neurodéveloppementaux. Donc, alors c'est à la fois pas bien et bien. C'est-à-dire que moi j'ai un double discours. C'est-à-dire, je dirais, c'est un peu excessif dans le sens où les personnes veulent vraiment une étiquette. Or, on sait que c'est très compliqué de mettre des personnes dans des cases très précises parce qu'en fait, il y a beaucoup de comorbidités, beaucoup de symptômes qui se chevauchent et en plus, ça prend beaucoup de temps. Il faut plusieurs années avant de savoir si une personne est bipolaire. Il faut avoir vu son parcours. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Mais en même temps, je trouve ça bien. C'est-à-dire qu'on commence à s'ouvrir à beaucoup plus de palettes. Le fait qu'on parle de Asperger, tout ça, ça veut dire qu'on a le droit d'être un peu autiste, mais ça ne veut pas dire qu'on est exclu de la société, qu'on est anormal et qu'on doit finir sa vie dans un asile psychiatrique. Donc, il y a aussi une normalisation dans cette recherche de cases, quelque chose de plus de l'acceptabilité, de voilà, je suis bipolaire, peut-être je suis un petit bipolaire sympa qui peut quand même vivre. Il y a quelque chose un peu qui tend à normaliser, mais le problème c'est effectivement que des fois il y a une volonté de se mettre dans une case et donc du coup de se couper finalement de sa richesse, de sa singularité. C'est pas parce que je suis bipolaire que ça veut dire que je suis pas aussi quelqu'un d'intéressant, de riche. Et en plus, il y a derrière ça aussi l'idée des remboursements, voire des allocations et de chercher parce que si on est bipolaire, on est pris en charge par c'est ça, il y a quand même une demande sociale derrière. Ce que je vois, c'est la demande sociale, c'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui une précarité qu'on ne voit pas suffisamment, mais il y a une très grande précarité qui est en train de se créer dans notre société et c'est la psychiatrie qui est un des réceptacles de cette précarité et les demandes d'étiquettes diagnostiques et d'allocations, c'est pour survivre. Donc on a envie d'aider, mais effectivement des fois on veut pas non plus servir de caution. Les gens qui viennent vous voir, ils voulaient être bipolaires, ils se retrouvent au borderline. Oui. Alors en plus d'un psychiatre à l'autre, des fois ça peut changer. C'est pas toujours si simple, encore une fois. Et là encore, on revoit un parcours, une errance. Pour être diagnostiqué bipolaire, ça prend 15 ans, 20 ans peut-être. Oui, des fois, oui. Après, c'est bien. Il faut faire pour le trouble bipolaire quand même un vrai patient bipolaire qui soit diagnostiqué le plus tôt possible et traité, c'est un soulagement. Donc moi je vois la question du diagnostic surtout dans la question du traitement, du soulagement, de l'amélioration de la qualité de vie. Donc encore une fois, mettre une étiquette, c'est pas le plus important. Savoir qu'on est surdoué, c'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que ça m'apporte dans mon parcours, en quoi ça peut contribuer à mon bonheur et au bonheur des gens autour de moi. Si ça me coupe encore plus des autres en disant moi je suis surdoué, je suis à part, je suis différent et je peux pas m'intégrer dans la société, on va pas forcément alimenter ça. Votre livre est un livre sur la violence, alors la violence familiale, mais la violence sociétale, puisqu'effectivement cette violence familiale, elle a des répercussions sur la société dans laquelle on vit. Et vous dites que finalement, la violence laisse des cicatrices profondes dans le cœur et l'esprit de ceux qui en sont victimes, et qui ne le savent pas en fait, et qui n'arrivent pas à l'évaluer. Déjà, comment est-ce qu'on arrive à prendre conscience que la violence dont on a été victime enfant, elle a des répercussions chez l'adulte qu'on est. C'est pour ça que cette notion de dysrégulation des émotions dont nous parlions, j'insiste beaucoup dessus, parce qu'en fait, c'est le fil conducteur. C'est-à-dire que si je détecte que j'ai une tendance à avoir des émotions dérégulées à l'âge adulte, par plusieurs faisceaux, qui peuvent être soit des addictions, soit des comportements impulsifs que je regrette, soit des troubles cognitifs, soit de la dépression, etc., je vais me poser la question de pourquoi elles sont dérégulées. Et une des causes assez importantes de cette dérégulation, c'est que le cerveau a eu à un moment donné des événements qui ont dérégulé le système émotionnel. Et les événements les plus fréquents, c'est les événements traumatiques. Les traumas, plus précoces, plus ils sont précoces, plus ça va laisser des empreintes longtemps, donc jusqu'à l'âge de 8-12 ans, ça laisse beaucoup plus d'empreintes. Et donc c'est un trauma, ça peut être des violences physiques, des abus sexuels, des carences, etc. C'est pas forcément un événement précis, ça peut être aussi tout un climat qui s'est prolongé, de maltraitance psychologique ou de
choses comme ça qui peuvent avoir après un impact sur le cerveau à long terme à l'âge adulte. Qu'est-ce qui se passe au moment où on vit les traumas dans le cerveau ? Eh ben, au moment où... Vous l'expliquez bien dans le livre, c'est pour ça qu'il faut expliquer oui. Voilà, ce qui se passe Voilà. et en quoi ça engramme le cerveau. Ouais. Alors quand il y a un trauma, c'est quand il y a une menace et une contrainte en même temps. C'est-à-dire si vous êtes menacé et que vous pouvez pas vous enfuir, typiquement, je sais pas, il y a un braquage dans une banque et vous pouvez pas vous enfuir, vous êtes obligé de rester avec les preneurs d'otages, c'est un traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a eu une menace, mais en même temps vous étiez contraint, vous pouviez pas ni vous enfuir ni combattre. Pour un enfant, c'est encore plus fréquent. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est menacé, par exemple des claques, des fessées ou un abus sexuel, ne parlons pas de l'inceste, voilà, c'est une menace pour la survie de l'enfant, mais c'est une contrainte, il ne peut pas ni s'enfuir ni combattre. Donc, il a un trauma qui s'est engrammé. Et au niveau du cerveau, quand il y a ça, ces deux composantes, le cerveau se fige. On appelle ça le figement traumatique, c'est-à-dire que la personne apprend à se figer, comme la gazelle quand le lion l'attaque, elle se fige, elle fait la morte, et donc elle se soumet à ce qui est en train de se passer pour survivre. C'est une stratégie de survie, sauf qu'après, dans la vie future, à chaque fois qu'il y a un stress, la personne se fige, ne peut plus prendre de décision, ne sait plus quoi faire, et c'est ce qui explique la répétition, par exemple, des violences conjugales. Des gens qui ont été battus enfants vont parfois rester dans une relation, ils se font taper, et on va leur dire, mais comment ça se fait que tu pars pas ? Les fameux schémas répétitifs, tels qu'on les appelle. Voilà. Ouais. Et alors on dit, mais c'est stupide, pourquoi tu restes ? Mais si on comprend qu'en fait, c'est une réaction de survie du cerveau, et qui fait que la personne est figée, et qu'elle ne peut plus réfléchir, en fait, le cerveau préfrontal qui réfléchit, qui est rationnel, est chanté dans ces moments-là, on comprend pourquoi les gens sont stupides, alors qu'ils sont intelligents à la base, mais dans certains domaines relationnels, affectifs, émotionnels, vont agir de façon stupide. Alors il y avait une explication qui disait oui, mais c'est parce que les personnes ne connaissaient que ce mode de fonctionnement. Donc ça n'a rien à voir en fait. C'est simplement le cerveau qui est figé. Oui, parce que des fois ça peut être... Et qui n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir ou prendre la distance de c'est une réaction réflexe. En fait, c'est vraiment un réflexe et qui n'est pas je connais ça et en discutant. En fait, le déconditionnement, il est très complexe. Ça peut être par exemple une seule personne, ça peut être un oncle ou même un inconnu qui a créé le trauma. Les parents peuvent être tout à fait sympas, bienveillants et le trauma va exister. Alors moi, je trouve qu'on comprend mieux avec les animaux. Si vous prenez un chat ou un chien et que vous le frappez, vous l'enfermez dans le noir pendant 1 mois, vous le maltraitez, vous lui donnez pas de nourriture et vous le remettez après dans un environnement normal, la plupart des gens me disent comment il va être. Il va pas être comme d'habitude. Il va être craintif. Il va sursauter, il va devenir agressif, il va mordre, il va s'isoler et ça va rester toute sa vie. Les chiens, les maltraités, on sait que des années après, ils sont pas comme les autres. Et c'est pareil avec les humains. Et là, on comprend bien en fait l'empreinte, ce qu'on appelle l'empreinte traumatique. D'accord. Et vous vous placez du côté de la victime et de l'agresseur, qui lui aussi est une victime de violence en fait. Souvent, pas tout le temps, mais il faut quand même voir que beaucoup de gens qui génèrent de la violence autour d'eux sont des gens qui n'ont pas traité leurs propres problématiques. On voit des gens connus, des stars, des célébrités qui ont tout, qui sont intelligents, qui sont riches et qui font des choses complètement irrationnelles, peuvent être violents avec d'autres. Et on se dit mais comment ça se fait ? Ils se sabotent, mais il peut pas faire autrement. Et donc c'est un agresseur. Mais quand on regarde l'histoire, moi je m'intéresse souvent à leur histoire, à leur enfance, il y a des traumas et des traumas non régulés. Et une des manifestations de la dérégulation des émotions, c'est l'impulsivité, la colère, mais aussi les addictions sexuelles, etc. Donc beaucoup d'agresseurs, beaucoup de gens qui participent de la délinquance et de la violence dans la société, ce sont des gens qui régulent mal leurs émotions et qui sont aussi probablement des victimes au départ. Et ça participe d'un cycle de la violence qui passe de génération en génération. Oui. Et ça, c'est Alice Miller qui l'a beaucoup décrit dans les années 70. Elle a sur la perpétuation de la violence d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que si on fait tabou sur ses propres traumas et émotions, si on les a pas vus, et on va reproduire ce qu'on a appris. Et de toute façon, on est violent avec soi-même et puis on est dérégulé. Donc on va reproduire et ça se perpétue. Et effectivement, alors que la solution serait peut-être justement d'aller regarder ces tabous. La violence, ça reste difficile à définir. Comment est-ce que vous la... C'est pas simple. Je suis pas... Vous la définissez, ou alors peut-être que si vous définissiez ce qu'on appelle la violence ordinaire, je mets des guillemets. Oui, en fait, je pense que ça vaudrait le coup de prendre le temps de définir ça. Volontairement, j'ai pas voulu définir tous les tenants et les aboutissants de la violence, parce que on va dire la violence, c'est quoi ? C'est par arme à feu, la violence, c'est donner un coup de poing, mais en même temps, la violence psychologique, on en parle beaucoup, le harcèlement moral, c'est des formes de violence. Et puis en fait, il y a des choses qu'on n'appellera pas violence et qui peuvent aussi être violentes. Par exemple, un parent qui va donner
une fessée va dire c'est pour l'éducation de mon enfant, mais la façon dont c'est fait, dans quel contexte et l'impact que ça aura sur l'enfant. Donc en fait, je pense que c'est beaucoup par rapport à enfin moi j'aime bien la définition, encore une fois je cite Alice Miller, de l'amour, et je pense que sa définition de l'amour donne une définition de la violence que j'aime bien. Elle dit l'amour c'est prendre au sérieux les ressentis et les besoins de l'enfant ou de l'adulte. Donc aimer c'est prendre au sérieux les ressentis et les besoins, et elle parle de l'ironie et du mépris, et donc le contraire, la violence c'est ne pas prendre au sérieux les ressentis et les besoins de l'autre, c'est ironiser et mépriser les ressentis et les besoins. C'est une forme d'empathie en fait. Oui, quelque part. C'est en tout cas considérer que ce que me dit l'autre de sa vulnérabilité est important. Nous avons le docteur Yasmine Liénard qui est avec nous, médecin psychiatre au service douleur et médecine intégrative au CHU de Bordeaux et qui publie Guérir des blessures de son enfance chez Odile Jacob. On parlait des émotions. On aurait dû vous inviter pendant le mois du Ramadan parce que le mois de Ramadan est un mois où les émotions sont exacerbées souvent. Oui, parce que c'est fait pour aussi. C'est quand même le fait d'être le jeûne nous met en lumière beaucoup d'éléments de nous, de notre vie intérieure, de notre vie psychique, de notre rapport à la nourriture, de notre rapport à la frustration. Donc c'est aussi une démarche d'intériorité. Alors, vous travaillez dans une unité intégrative. Quelles sont les nouvelles thérapeutiques dont vous disposez justement pour travailler sur la dysrégulation des émotions aujourd'hui ? Aujourd'hui, alors là où je travaille, on travaille dans la douleur chronique, donc on travaille avec la méditation, l'hypnose, pour l'instant, et donc principalement. Mais en psychiatrie, pour la dysrégulation des émotions, on a des outils il n'y a pas que les psychiatres, les psychologues aussi utilisent ces outils. C'est par exemple. Vous dites que par exemple les psychiatres peuvent faire des psychothérapies. Oui. Vous ne faites pas partie de la team qui dit que les psychiatres ne peuvent pas faire de psychothérapie. Oui, parce que je trouve dommage de scinder les deux. Je crois qu'on peut être psychiatre et psychothérapeute, au contraire, et connaître en tout cas le champ des psychothérapies. Mais c'est vrai que souvent les psychiatres se disent médecins, ils prescrivent des médicaments, et donc quelque part c'est la sacro-sainte biologie, vraie médecine biologique avec les médicaments qui est un peu associée aux psychiatres. Moi je pense qu'il faut connaître un petit peu tout et manier tous ces outils. Voilà, et bien connaître. Donc pour la dérégulation des émotions, on a des approches qui sont, par exemple, le MDR. Alors, on explique tout. C'est une thérapie avec les mouvements, EM pour Eyes Movement, qui en fait, on retravaille l'exposition au trauma, on retraite l'information traumatique avec des mouvements oculaires qui reprogramment un petit peu le cerveau. C'est un peu décrié, le MDR, je veux dire. En fait, comme tout outil, comme la méditation, vous voyez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on le diffuse et puis on l'utilise sans précaution particulière, ça peut de toute façon engendrer... C'est pire que le résultat. C'est comme la psychanalyse, on décrit beaucoup la psychanalyse, mais la psychanalyse, il y a des choses extraordinaires dans le travail de Freud, de Lacan, mais en même temps, la façon dont certains psychanalystes font la psychanalyse, on dit c'est pas possible, c'est contre-productif. Donc le MDR, ça doit être extrêmement prudent, on fait pas de le MDR n'importe comment, il faut absolument que les patients soient préparés en sécurité. En fait, dans toutes les techniques dont je vais vous parler, le MDR, mais Somatic Experiencing, qui est une autre technique pour le psychotrauma et la régulation des émotions, ce qui est important, c'est que la personne se sente en sécurité avec vous. Donc, si elle n'est pas en sécurité avec vous, tout ce que vous allez faire peut la retraumatiser. Et la sécurité avec une personne, de quelqu'un qui est traumatisé, ça demande extrêmement de vigilance et beaucoup de temps, en fait. Et comme on veut aller vite, on veut gérer les choses, souvent on retraumatise les gens. Il y a des gens qui pètent les plombs après des séances de MDR, qui redécompensent, et ça peut être très délétère. Ouais. Vous savez, les fameuses 3 séances qui sont sauvées, vous soignez, censées vous soigner. Non, je pense pas. Non. Et donc les techniques MDR, somatique, et puis d'autres techniques, le neurofeedback aussi, qui est une technique prometteuse, mais que j'utilise pas, qui est avec des jeux vidéo. Des jeux vidéo où on apprend à retrouver le bon chemin au niveau de son cerveau. C'est très prometteur aux États-Unis, mais moi c'est expérimental encore en France. Voilà. Et puis la méditation, qui est quand même ce qu'il y a de plus simple et de plus accessible, mais encore une fois, il faut bien comprendre ce que c'est et il faut la pratiquer d'une certaine manière. C'est pas une méthode de relaxation, de bien-être, c'est vraiment une technique de l'attention très particulière qui peut aider à Alors, comment vous la pratiquez, vous, cette méditation de pleine conscience, finalement ? Moi, j'ai étudié à travers un protocole précis qui s'appelle MBCT, qui est un Mindfulness-Based Cognitive Therapy, qui veut dire thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour la prévention de la rechute dépressive. Et c'est un protocole de 8 semaines avec des séances
séances de 2 heures par semaine où les patients vont travailler chez eux une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. C'est très précis, progressif, très technique, où on apprend en fait à tolérer l'inconfort. Quand on parlait des émotions, à un moment donné, on a dit ça fait mal dans le corps. C'est pour ça qu'on les aime pas. La méditation de pleine conscience, c'est apprendre à tolérer quand quelque chose me fait mal et pas tout de suite chercher à l'éviter et pas chercher absolument à me sentir bien. Donc ça demande l'entraînement. Donc la méditation de pleine conscience, c'est un entraînement à aller mal. Mais si vous dites ça dans les médias, vous n'allez pas vendre vos protocoles de méditation. Vous voyez, donc, mais en fait, le cœur de ça, c'est apprendre. Alors nous, on n'est pas là pour les vendre, mais on est là pour expliquer ce qui fonctionne vraiment. Oui, donc oui. je vous rassure, vous pouvez le dire. Non, mais parce que c'est souvent, ça fait des années que je parle de la méditation, mais c'est vrai que ce point-là, voilà. On va commencer par aller mal, c'est ça que ça veut dire? On regarde quand on va mal et on apprend à tolérer cet aller mal avec curiosité. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on est maso et qu'on veut que ça dure toute sa vie, parce que accepter, c'est pas se résigner. Mais on va développer une forme d'attention à cette souffrance physique. Quand, par exemple, j'ai une angoisse, au lieu de me raconter des choses sur pourquoi je suis angoissée, c'est de la faute de ça, et je dois changer de boulot, etc., je vais plutôt porter l'attention sur la douleur au moment où je suis angoissée, par exemple, mon oppression dans le thorax, et je vais l'explorer, et je vais accepter qu'elle soit là, et je vais m'entraîner pendant ma méditation à respirer, à dire ok, je te ressens, tout ça. Et petit à petit, on va voir qu'il y a quelque chose qui va se décoller, ce qu'on appelle la diffusion. Je vais commencer à voir que mes sensations ou émotions fluctuent, et que finalement, il n'y a rien de solide, et elles vont se dissoudre. Mais vous voyez, il faut déjà accepter qu'elles soient là avant qu'elles soient moins importantes. Donc c'est un paradoxe, mais c'est ça qu'on cultive. Et alors, c'est quel investissement en termes de temps? Si on a envie de s'engager dans la méditation, il faut quand même consacrer une demi-heure par jour. Voilà. Et puis, il faut au moins 2 mois pour qu'on commence à en créer quelque chose d'un peu automatique et qu'on goûte, en fait, la saveur de la méditation. Au début, c'est chiant, il faut le dire, c'est ennuyeux, ça apporte rien, on se dit, voilà. Quoi, oui, et puis on peut avoir l'esprit qui part. C'est ça, vous voyez, part dans tous les sens. En pleine conscience, ça peut être en pleine... Oui, mais alors le fait qu'il y ait des pensées, c'est pas le problème, c'est le fait de s'y attacher. Ça perturbe pas, non? On travaille avec ça. Dans les protocoles, on dit, vous avez des pensées, ok, c'est ok, vous partez, mais vous revenez, vous ramenez votre attention, plutôt que de vous laisser entraîner. Donc, c'est ça le vrai exercice, c'est cette flexibilité de notre attention, de ramener, même si je pars, je reviens, et du coup, mes pensées vont avoir moins de pouvoir, en fait. Il y a une dimension qui est importante, sur laquelle vous insistez, c'est que pour soigner la tête, il faut passer par le corps. Oui, parce que... Il ne faut pas croire que c'est que la tête qui travaille. On a longtemps cru qu'en discutant de ces problèmes, on allait les résoudre. Mais c'est justement cette tendance très cartésienne. On est quand même, l'Occident est quand même producteur de dépression et de troubles névrotiques et d'anxiété parce qu'on adore penser. Et c'est le pendant. La dépression est le pendant de cette rationalité, cette volonté de comprendre, cette analyse intellectuelle des choses. C'est qu'on veut résoudre quand il y a un problème, on cherche une solution. Et en fait, ce mental, si on le laisse tout seul, il va entraîner d'autres pensées et un cercle vicieux, donc qu'on appelle les ruminations, et qui nous entraîne à aller de plus en plus mal. Donc pour couper ça, il faut effectivement que notre attention elle soit ailleurs, et c'est le corps, dans le moment présent. En fait, il faut revenir dans le moment présent, et le corps est toujours là, la respiration, les sensations corporelles. Donc déjà ça, pour ça. Et ensuite, le corps est notre meilleur allié pour comprendre nos émotions. Souvent, on les aime pas, mais en fait, elles nous disent beaucoup de choses si on les ressent vraiment. Si je ressens ma tristesse profondément, je vais avoir des compréhensions de moi-même qui ne seront pas les mêmes que si je l'évite. Mais ça, il faut l'expérimenter. Oui, voilà, c'est ça. Et accepter de vivre avec. Voilà. Et de ne pas la camoufler derrière des... C'est ça, mais les artistes le savent. Des cachetons. Voilà, exactement. C'est plus facile parfois. Sur le moment, oui. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les marqueurs somatiques au niveau du corps. Alors, ils sont où ces marqueurs somatiques? Ils sont partout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les empreintes de mémoire traumatique dont on n'a plus conscience souvent au niveau intellectuel. Par exemple, des personnes qui peuvent consulter pour dyspareunie, c'est-à-dire des douleurs vaginales au moment de la pénétration et des rapports sexuels. Donc, une conscience c'est un truc organique et qui est réel. Et en fait, il y a parfois eu des abus sexuels. Et donc, le corps s'est contracté au moment d'un abus sexuel, il a gardé cette contraction qui fait que de façon réflexe, l'acte sexuel est impossible par la suite. Par exemple, c'est un exemple de marqueur somatique, mais après on a des douleurs. Moi j'avais une patiente qui avait eu
un choc avec un camion quand elle avait 11 ans. Et des années après, elle consulte pour douleurs chroniques au niveau de l'hémicorps gauche. Et quand on reprend l'événement, c'était exactement là où le choc avait eu lieu avec le camion. Et il n'y avait aucune autre cause. Et voilà, à l'occasion d'un stress, il y avait comme une mémoire du corps qui s'était réveillée. Ce qu'on appelle somatiser, en fait. Oui, c'est ça, somatiser. Et c'est pas une production comme ça, volontaire pour embêter le monde. C'est vraiment le corps a des mémoires comme ça qui se mettent en action. Comment on fait pour calmer les ruminations la nuit? Vous savez, quand vous commencez à poser la tête, et là, c'est parti. Voilà. Ça rumine. Ça rumine, ouais. Et ben, vous déroulez le film. Voilà. Alors, c'est bien en même temps. C'est bien parce que des fois, ça décante. On décante la journée. On se dit, on réfléchit à des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant. Mais c'est vrai qu'après, on peut ne pas dormir du tout. Donc là, moi, j'invite, si vous le pouvez, à revenir à quelle est l'émotion là que je ressens. C'est-à-dire, je rumine, ok, mais comment je me sens? Est-ce que je suis anxieux? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je me sens triste? Et déjà de prendre ce temps d'accueillir l'émotion qui est là et peut-être à quel endroit du corps je la ressens, cette émotion, ma tristesse, et de prendre un temps pour méditer dans ces sensations en les accompagnant, en faisant un petit scan corporel de tiens, j'ai une douleur là, et puis de prendre... Alors le scan corporel pour tout le monde, c'est... Alors c'est un balayage qu'on fait de notre attention. On peut prendre conscience par exemple là de nos pieds, des sensations dans le genou, qu'on est posé, le dos, les épaules, enfin on balaye un peu tout son corps et toutes ses sensations. Et on peut le faire plusieurs fois par jour. Ça ramène dans le moment présent et ça coupe les ruminations en fait. On va terminer par un nouveau concept, la métanoïa, alors que vous opposez à la paranoïa. C'est Shkun, la métanoïa. Donc en fait, la métanoïa, c'est un processus de traverser des crises dans le cadre d'une évolution personnelle pour aller vers un mieux-être. Et voilà. Et donc là, je l'oppose à la paranoïa parce que la paranoïa, c'est dire bon, j'ai un problème, c'est de la faute des autres. Et la paranoïa sociale, c'est une espèce de parano collective où on commence à toujours chercher le coupable de tous nos problèmes et puis stigmatiser peut-être des populations, des communautés, par exemple. Ça, c'est un exemple de paranoïa sociale parce qu'il y a un mal-être comme ça auquel on n'a pas fait face. Mais si chacun faisait le travail avec son mal-être et transformer son mal-être à travers des crises existentielles dans lesquelles il travaillerait sur lui, il ferait sa métanoïa et nous pourrions avoir une métanoïa collective. Je parle de l'exemple de France Télécom dans mon livre où on est passé la fameuse crise, la vague de suicide à France Télécom. Voilà. Alors là, pour le coup, on était vraiment dans une paranoïa collective où tout le monde devenait l'ennemi de tout le monde et ça a été très très loin en termes de mort, quand même, il faut le dire. Et ça a permis cette prise de conscience, l'émergence de la qualité de vie au travail, de ces notions-là. Et donc, c'était quand même la QVC. QVT, la QVT, pardon. C'est à eux qu'on doit, en fait. Oui, c'est à cette crise-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prendre conscience de l'importance de... Voilà, bon, évidemment... Il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu bidon. Oui, je suis d'accord. Vous voyez ce que je veux dire, bon... Ce sont des concepts. Encore une fois, c'est trop abstrait, c'est pas assez dans le corps et pas assez incarné dans le réel. Donc, comme beaucoup de concepts abstraits, ça peut pas marcher. Et les gens, ils ont besoin qu'on soit avec eux sur le terrain et qu'on vive leur vie pour comprendre. Parce que, voilà, des grands... Un peu d'empathie, ça fait du bien. Oui, l'empathie, ça passe par le corps. Encore une fois, si on veut être empathique avec quelqu'un, il faut être vraiment avec lui physiquement, disponible, c'est pas juste des mots. Docteur Yasmine Liénard, qui était notre invitée ce matin, si vous voulez aller la voir, c'est à Bordeaux, je dis tout de suite, pas la porte à côté. Vous publiez Guérir des blessures de son enfance chez Odile Jacob, vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube et vous réécouterez le podcast sur la chaîne beurrefm.net ou sur les plateformes qui reprennent l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.